Dans cette capsule, nous allons nous intéresser au transfert macroscopique d'énergie. Voyons tout d'abord comment passer du microscopique au macroscopique. Comme vous le savez, la matière est constituée d'un nombre d'entités très important, ce qui rendrait complexe l'application des lois de la mécanique à l'échelle microscopique. Donc quand on veut étudier un système à l'échelle humaine, on va utiliser des grandeurs physiques macroscopiques telles que la température et la pression. Et le lien entre macroscopique et microscopique peut se faire grâce à la constante d'Avogadro, suivant la relation quantité de matière en mol est égale au nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. L'énergie interne U, on l'a évoqué l'an dernier, puisque l'énergie totale d'un système est égale à la somme de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie de masse, et donc l'énergie interne du système. Donc si on considère un système immobile où il n'y a pas de réaction nucléaire, en fait l'énergie totale est uniquement due à l'énergie interne du système. Cette énergie interne n'est pas mesurable. Elle est la somme de de différentes énergies microscopiques, et tout d'abord les énergies cinétiques des particules, donc ça correspond à la température à l'échelle microscopique, et les énergies potentielles d'interaction électromagnétique entre les particules, je vous rappelle les interactions coulombiennes, interaction de Van der Waals, liaison hydrogène vue en première S, et ça correspond à l'état physique à l'échelle macroscopique. En revanche, la variation d'énergie interne, elle est mesurable. Et pour un système condensé, solide ou liquide, il y a proportionnalité entre la variation d'énergie interne et la variation de température, suivant la relation suivante qui est à connaître. On a la masse du système, grand C étant la capacité thermique massique, et delta T étant la différence de température en Kelvin. On a vu également l'an dernier comment utiliser un diagramme énergétique. Donc là, pour le panneau photovoltaïque, l'an dernier, on écrivait que d'après le principe de conservation d'énergie, Q1 égale WE plus Q2. Si on fait intervenir l'énergie interne du système, on écrit cette relation suivante, ce qui revient à dire que la variation d'énergie interne est égale à Q1 moins WE moins Q2. Eh bien, en terminale, on écrira que cette variation d'énergie interne, c'est Q1 plus WE plus Q2, avec Q1 positif et WE et Q2 négatif. Donc si on généralise, la variation d'énergie interne d'un système est la somme de ses transferts, avec les transferts reçus comptés positivement et les transferts perdus comptés négativement. Et si cette variation d'énergie interne est nulle, alors on dira que le système est isolé et réciproquement. Les transferts thermiques entre deux corps de température différentes se fait spontanément du corps chaud vers le corps froid. Il existe trois modes de transfert thermique que l'on peut décrire à l'échelle microscopique. Tout d'abord la conduction, que l'on rencontre principalement dans les solides. C'est un transfert de proche en proche sans déplacement de matière. La convection, qui se rencontre elle plus dans les liquides ou les gaz, où là on a un déplacement de matière, et enfin radiation ou rayonnement, qui correspond à l'émission d'une onde électromagnétique, et c'est le seul transfert thermique qui peut se faire dans le vide. Alors le flux thermique, il caractérise le transfert thermique par unité de temps. Il est noté par la lettre grecque phi majuscule, et son unité est le watt. Donc pour retenir cette relation, je vous conseille l'analogie avec la puissance électrique vue en classe de première S. Ce flux thermique, il va être proportionnel à la différence de température entre les deux milieux séparés par la paroi, et inversement proportionnel à la résistance thermique de la paroi, ce qui nous donne la relation suivante, la résistance thermique étant en Kelvin par watt. Alors attention à votre écriture, puisque on a vu précédemment que phi est égal à Q sur delta petit t, et c'est aussi égal à delta grand T sur la résistance thermique. Prenons l'image en coupe d'une maison isolée par l'extérieur, donc le mur, le matériau isolant, une lame d'air, le bardage pour le côté esthétique, et bien la résistance thermique de la paroi correspond à la somme des résistances des différents matériaux composant la paroi. La résistance thermique va être évidemment proportionnelle à son épaisseur, inversement proportionnelle à la surface entre les deux milieux, la surface de la paroi, et inversement proportionnel à la conductivité thermique, lambda. Lambda rien à voir avec la longueur d'onde, donc ça dépend entièrement du matériau. On voit que les métaux sont de très bons conducteurs thermiques, et ici vous avez un diagramme qui représente l'épaisseur qu'il faudrait à surface constante pour avoir une même résistance thermique. Donc notez que 12 cm de laine de verre correspond à 14 mètres de granit. On obtient donc la relation suivante, une analyse dimensionnelle nous permet d'obtenir les unités, et ce qui nous donne en fait trois relations possibles pour obtenir le flux thermique. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur les transferts d'énergie macroscopique. J'ai juste terminé par quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser dans quelques années, si vous allez acheter des isolants. Eh bien vous retrouverez la valeur de la conductivité thermique de l'isolant, et la résistance thermique, alors surfacique, puisque là c'est donné pour 1 mètre carré. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt pour une autre capsule.